Mon fils unique m'a dit que j'étais trop laide pour assister à son mariage. Sa fiancée a ajouté que si je venais, il me placerait dans une maison de retraite avant même le début de la cérémonie. Ce qu'ils ignoraient, c'est que oui, j'étais en train de mourir. Mais je détenais un secret qui valait des millions. Et ce jour-là, lorsqu'ils ont essayé de m'effacer, je les ai laissés sourire pour la caméra. Une dernière fois, avant de tout reprendre. Laissez-moi vous raconter ce qui s'est réellement passé. Ce jour-là, j'ai enfilé mon chemisier lilas, celui avec les petits boutons en perles, ceux qu'il aimait tripoter quand il était petit. J'ai même mis les boucles d'oreilles assorties, les mêmes perles qu'il m'avait offertes pour la fête des mères, quand il avait 14 ans. Je me suis regardée dans le miroir, avant qu'il n'arrive, essayant de percevoir ce qu'il allait voir. Mais tout ce que j'ai vu, c'était une vieille femme fatiguée, en foulard, luttant de toutes ses forces pour ne pas ressembler au fantôme d'elle-même. Mais j'ai quand même souri. Je me suis dit, peut-être que ce sera le genre de journée dont on rira ensemble plus tard. Peut-être que je dirai quelque chose d'un peu maladroit, qu'il lèvera les yeux au ciel et que Chloé esquissera un sourire poli. Peut-être qu'ils me laisseront plier les serviettes ou goûter la crème du gâteau de mariage. J'étais encore sa mère. Je pensais que cela avait de l'importance. Il est entré sans frapper, avec l'odeur de la confiance et d'une eau de toilette coûteuse. Adrien n'a même pas regardé les petits biscuits que j'avais faits, ni le thé que j'avais préparé avec les feuilles qu'il adorait autrefois. Il s'est juste assis au bord de mon canapé, comme s'il avait mieux à faire ailleurs. J'étais déjà debout quand il l'a dit, mais j'ai quand même eu l'impression qu'on venait de me renverser. Je pense que ce serait mieux si tu ne venais pas au mariage. Il l'a dit comme s'il me rendait service, comme si je devais le remercier de me débarrasser d'un fardeau. Ma main a effleuré la tasse de thé que je n'avais même pas touchée. Je lui ai demandé ce qu'il voulait dire, même si au fond de moi, je le savais déjà. C'est un événement très soigneusement organisé, dit-il en réajustant son col. Moderne, épuré, minimaliste. Avec Chloé, on a pensé que la liste des invités devait refléter cela. J'ai esquissé un sourire amer. Tu ne veux pas que ta propre mère figure sur les photos de ton mariage? Il s'est agité sur le canapé. Ce n'est pas une question de photo. C'est une question de rendu. Tu es malade. Ce foulard. C'est tout. Certains invités pourraient se sentir mal à l'aise. Mon cœur s'est légèrement fissuré. J'étais donc un obstacle. Maman, dit-il, et j'ai détesté la froideur dans sa voix. Tu sais bien qu'on t'aime. Chloé veut une ambiance bien précise, des sensations particulières. Et il n'eut pas le temps de finir. Elle aussi est entrée sans frapper. Chloé. Grande, le visage anguleux comme une couverture de magazine. Elle ne m'a pas regardée. Elle a inspecté mon salon comme si une odeur l'incommodait. « C'est donc ici que tu vis ?» dit-elle. « C'est chaleureux? Très vintage. »« Chloé, c'est ma mère, » dit Adrien. Elle a hoché la tête sans croiser mon regard. « Enchantée. » Je me tenais dans ma propre maison en me sentant comme une invitée. « Je souhaiterais assister à la cérémonie, » dis-je doucement. « Je peux m'asseoir tout au fond. Je ne cherche pas à attirer l'attention, je veux juste voir mon fils se marier. » Elle me regarda, pour la première fois, et dans son regard, il y avait de la froideur. Le plan de table et le code vestimentaire ont déjà été validés. J'espère que vous comprenez. C'est une question d'ambiance. Je tournai les yeux vers Adrien, espérant qu'il l'arrête. Mais il resta silencieux. « Elle est malade, » poursuivit Chloé. « Enfin, vous êtes malade. C'est admirable vos efforts, vraiment. Mais ce foulard, ce teint pâle,
Cela risque de mettre certains invités mal à l'aise. Adrien ajouta « On peut t'envoyer des photos, même te connecter par visioconférence pour la cérémonie. Ce sera presque comme si tu étais là. » « Je ne veux pas être là par écran interposé, dis-je à voix basse. Je veux être dans la pièce. » Chloé esquissa un sourire, mais il n'y avait aucune chaleur dedans. Après la lune de miel, peut-être qu'on pourra discuter d'un accompagnement à long terme. Quelque chose de propre, paisible. Un bon endroit pour se reposer. Elle veut dire une maison de retraite, dis-je. Ne complique pas les choses, dit Adrien. J'essaie d'être respectueux. Je le regardais. Pour de vrai. Les mêmes yeux que j'avais bercés pendant des nuits. La même mâchoire que j'embrassais chaque matin avant l'école. Où était passé ce petit garçon? Je t'ai tout donné, murmurai-je. Tout ce que j'avais. Il soupira et se leva. Et chapitre 2, en français. Je souhaiterais assister à la cérémonie, dis-je doucement. Je peux m'asseoir tout au fond. Je ne cherche pas à attirer l'attention, je veux juste voir mon fils se marier. Elle me regarda, pour la première fois, et dans son regard, il y avait de la froideur. Le plan de table et le code vestimentaire ont déjà été validés. J'espère que vous comprenez. C'est une question d'ambiance. Je tournai les yeux vers Adrien, espérant qu'il l'arrête. Mais il resta silencieux. « Elle est malade », poursuivit Chloé. « Enfin, vous êtes malade. C'est admirable vos efforts, vraiment. Mais ce foulard, ce teint pâle, cela risque de mettre certains invités mal à l'aise. » Adrien ajouta « On peut t'envoyer des photos, même te connecter par visioconférence pour la cérémonie. Ce sera presque comme si tu étais là. Je ne veux pas être là par écran interposé, dis-je à voix basse. Je veux être dans la pièce. » Chloé esquissa un sourire, mais il n'y avait aucune chaleur dedans. Après la lune de miel, peut-être qu'on pourra discuter d'un accompagnement à long terme. Quelque chose de propre, paisible. Un bon endroit pour se reposer. Elle veut dire une maison de retraite, dis-je. Ne complique pas les choses, dit Adrien. J'essaie d'être respectueux. Je le regardais. Pour de vrai. Les mêmes yeux que j'avais bercés pendant des nuits. La même mâchoire que j'embrassais chaque matin avant l'école. Où était passé ce petit garçon? Je t'ai tout donné, murmurai-je. Tout ce que j'avais. Il soupira et se leva. Et je t'en suis reconnaissant. Mais tu ne peux pas me faire culpabiliser toute ma vie. C'est alors qu'il l'a dit. C'est pour ça que papa t'a quitté. Quelque chose s'est figé en moi. Il l'a dit comme on utilise une arme. Comme s'il attendait depuis des années pour lancer cette phrase, et qu'il avait visé juste. Je n'ai rien répondu. Je me suis simplement assise lentement, les mains tremblantes sur les genoux. Le thé était encore chaud, intact, comme les biscuits. Chloé s'est tournée vers la porte. On reste en contact. Tiens-nous au courant pour les traitements. Adrien s'est penché pour m'embrasser le haut du foulard. C'était comme embrasser une pierre tombale. On t'aime, maman. Vraiment. Puis ils sont partis. Comme ça. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je me suis levée, suis allée à la fenêtre et j'ai regardé leur voiture s'éloigner. Puis, j'ai chuchoté dans le silence. Merci de m'avoir montré qui vous êtes vraiment. J'ai resserré le nœud de mon foulard à la base du cou, doucement. Il ne cachait plus la honte. Il me tenait entière. Mais quelque chose avait changé en moi. Il me restait encore une chose à accomplir. Et il allait découvrir, d'une façon ou d'une autre, ce qui arrive lorsqu'une mère, qui a tout donné, n'a plus rien à perdre. Ce n'est ni la colère, ni... Je me suis levée lentement du fauteuil, les articulations douloureuses
à cause du froid et des traitements. Et j'ai traîné les pieds jusqu'au couloir. Chaque pas résonnait dans la maison, comme si les murs eux-mêmes voulaient me rappeler qu'il n'y avait plus personne ici. Ma chambre était en ordre, le lit fait, la Bible toujours ouverte sur la table de nuit. Je l'y avais laissée ce matin. Je suis allée jusqu'à l'armoire et me suis péniblement agenouillée devant un vieux tiroir en métal, tout en bas. À l'intérieur, sous des piles de déclarations fiscales et d'actes de naissance, il y avait une chemise, marquée à l'encre noire, en cas de décès. Je l'ai sortie, posée sur le lit, et je l'ai ouverte avec précaution. À l'intérieur, des documents soigneusement agrafés. Mon testament, mes polices d'assurance vie, les titres de propriété de 3 maisons mises en location et des relevés bancaires avec des montants qui m'auraient surprise moi-même. Je n'ai jamais mené une grande vie. J'utilise encore des bons de réduction au supermarché, je me coupe les ongles moi-même et je porte les mêmes chaussures à l'église depuis 1997. Mais j'ai de l'argent. J'ai discrètement accumulé une petite fortune, sou par sou, année après année. Je me souviens du premier bien immobilier que j'ai acheté. Un vieux pavillon en piteux état, juste en face. La voisine, une veuve âgée, était décédée, et sa famille ne voulait pas s'embêter avec les papiers. J'avais alors reçu un petit héritage de ma tante, et je l'ai utilisé pour faire une offre. J'ai loué la maison, l'ai rénovée petit à petit, et tout à coup, chaque mois, il restait un peu plus. J'ai acheté une 2e maison, puis une 3e, et enfin, j'ai investi dans un petit salon de coiffure local quand mon amie de paroisse, Edith, avait besoin d'aide pour lancer son activité. Personne ne le savait, pas même Adrien. Je voulais lui faire une surprise. C'était ça, le plan. Je m'étais imaginé le jour de ma mort. Des funérailles sobres, respectueuses. Et ensuite, Monique remettrait à Adrien une lettre. À l'intérieur, il aurait lu. « Tu as toujours cru que je n'avais rien, mais je gardais tout ça pour toi. Je voulais que tu saches que j'ai toujours cru en ton avenir. Mais ce jour-là n'arrivera jamais. » J'ai pris le testament et j'ai longuement regardé la signature en bas. Claire Deneuve. Juste au-dessus, le nom d'Adrien. Mon unique enfant. Mon unique héritier. Je me suis penchée vers la table de nuit, j'ai ouvert le tiroir et j'ai sorti le coupe-papier. Un bel objet doré. Adrien me l'avait offert quand il était encore à la faculté. À la base, mes initiales étaient gravées en lettres cursives. J'ai déchiré le testament en 2, puis encore, et encore, jusqu'à ce qu'il ne reste que des lambeaux. Un soulagement. Comme si l'air était revenu dans la pièce. Le lendemain matin, j'ai appelé Monique Chevalier, ma plus vieille amie de paroisse, et aussi mon avocate. On se connaît depuis l'âge de 19 ans, à l'époque où on croyait que la vie serait plus douce qu'elle ne l'a été. Monique a décroché au 2e appel. « Claire, » dit-elle, la voix encore rauque de sommeil. « Ça va ? » ?»« Non, » répondis-je. « Mais ça ira. Tu peux passer cet après-midi ? Il faut que je refasse mon testament. » Un silence s'installa. Puis Monique demanda « C'est à cause d'Adrien ? » « Il est si venu hier. » Je m'en doutais. J'ai vu l'annonce du mariage. Pas un mot sur toi. Il m'a demandé de ne pas venir. Il a dit que je gâcherais l'esthétique. Monique ne répondit pas. Et Chloé, ajoutai-je, la voix plus ferme. Elle a dit que j'étais un fardeau, qu'on devait m'envoyer en maison de retraite. Et Adrien, il est resté là, sans rien dire. Encore le silence. « Apporte les nouveaux documents, » dis-je. Je sais déjà à qui je veux tout laisser. « Tu es sûre ? » Je suis mourante, Monique, mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne fais que récupérer ce qui m'appartient.
Monique poussa un long soupir. « Je t'apporte tout ça. » J'ai raccroché et je suis allée dans la cuisine. J'ai fait infuser du thé, grillé une tranche de pain, tartiné du beurre, puis je me suis assise à la table avec un bloc-notes jaune pour juriste. J'ai écrit une nouvelle lettre, pas à Adrien, mais à mon nouvel héritier, la Fondation Maison des Roses, un foyer pour femmes âgées, abandonnées par leur famille, situé en Provence. J'y avais fait du bénévolat quand j'étais jeune. Je peignais les murs, servais les repas, lisais la Bible à celles qui étaient trop faibles pour la lire elles-mêmes. Aujourd'hui, c'est moi. Ces femmes que personne ne vient voir. Ces femmes que personne ne se souvient d'avoir aimées. Ces femmes qu'on voudrait cacher, pour ne pas qu'elles gâchent le décor. J'ai terminé mon morceau de pain grillé, puis j'ai commencé à rédiger mes dernières volontés. La maison ira à la fondation. Les biens locatifs seront vendus, les bénéfices intégralement donnés. Le salon de coiffure restera à Edith. Les comptes bancaires seront transférés dans les 30 jours suivant mon décès. Pas de funérailles. Pas de notice nécrologique avec photo. Seulement une dernière lettre, imprimée et signée. À Adrien Deneuve. Je t'ai élevé pour que tu sois le meilleur. Je t'ai aimé plus que la vie elle-même, et tu m'as jeté pour une femme qui n'a jamais osé me regarder dans les yeux. Tu ne recevras rien. Je ne vais pas enterrer mon argent à côté de celui qui m'a enterrée vivante. Adieu. J'ai reposé le stylo et jeté un nouveau regard par la fenêtre. Le réverbère était éteint, le soleil du matin filtrait à travers les nuages. Un nouveau jour. Un nouveau testament. Une nouvelle fin. Cette fois, c'est moi qui l'écris. Monique Chevalier est arrivée peu après midi, avec un porte-document noir et 2 chemises à la main. Elle a frappé. Elle me connaissait bien. On était amis depuis l'époque où l'on cachait des bonbons pendant les répétitions de Pâques. On avait gardé les secrets l'une de l'autre, pleuré aux mêmes enterrements, vieilli ensemble, comme un chêne et une pierre, solide, résistante, inébranlable. Quand j'ai ouvert la porte, avançant lentement, mon foulard noué comme une couronne, Monique n'a rien dit. Elle est simplement entrée et a posé son porte-document sur la table de la salle à manger. « J'ai préparé du thé », ai-je dit, « mais il est déjà froid. »« Ce n'est pas grave, » répondit-elle. « Nous avons affaire. » Je me suis assise et j'ai ouvert mon carnet, celui où j'avais noté tout ce qui comptait, tard dans la nuit précédente. Mon écriture tremblait par endroits. Le stylo dérapait là où mes forces me manquaient, mais l'essentiel était clair. J'ai tendu la feuille à Monique et elle l'a lue attentivement. Ensuite, elle a sorti un jeu vierge de documents, commencé un Nouveau Testament depuis 0 et s'est mise à écrire. Je l'ai regardée longtemps avant de dire « Est-ce que je t'ai déjà dit pourquoi j'ai commencé à économiser ?» Monique n'a pas levé les yeux. Tu m'as dit que tu voulais qu'Adrien ne manque jamais de rien. C'était en partie vrai, ai-je dit. Mais il y avait autre chose. J'ai vu trop de femmes mourir dans la misère. Des femmes qui avaient travaillé aussi dur que moi, qui avaient tout donné, à des maris ingrats, à des enfants, à des métiers qui les payaient au lance-pierre. Je me suis juré que ça ne m'arriverait pas. Et ça ne t'arrivera pas, dit Monique en griffonnant une note en bas de la page. Tu vas partir avec fracas. J'ai souri. Je voulais lui faire une surprise, tout lui laisser, même les lettres. J'en avais une pour chaque anniversaire, jusqu'à ses 50 ans. Elles sont toutes dans une boîte à chaussures. Monique s'est arrêtée un instant. Et qu'est-ce que tu vas en faire maintenant? Les brûler, ai-je dit, il ne les aura jamais. Il n'aura plus rien de moi. Nous avons travaillé en silence pendant encore 1 heure. J'ai dicté les numéros des comptes,
les adresses des propriétés, le nom de mon conseiller à la Caisse populaire de Lyon, ainsi que les papiers du salon de coiffure que je partageais avec Édith Tourette. J'avais même une enveloppe pleine d'argent liquide, 10 000 € pour les jours de grande crise, enroulée dans des élastiques, avec une étiquette pour les jours noirs. Monique a noté chaque actif, chaque centime, chaque chose digne d'être mentionnée. En haut du Nouveau Testament, j'ai dicté le nom de l'unique héritier, la Fondation Maison des Roses. Monique a haussé un sourcil. « Tu es sûre de vouloir tout leur donner ?» Ils ne m'ont jamais demandé de me cacher. Ils se moquent de mon apparence. Ils ne traitent pas les femmes âgées comme des meubles oubliés. « Tu ne veux rien laisser à Adrien? Même pas un souvenir ?» demanda Monique d'une voix douce. Je regardais par la fenêtre. Les rideaux étaient tirés, mais la lumière passait quand même à travers. Je lui ai déjà laissé toute ma vie. C'est amplement suffisant. Monique hocha la tête et reprit l'écriture. Quand nous avons terminé, ma main tremblait de fatigue au moment de signer. Monique glissa le testament vers moi et je posai le stylo sur la feuille. Ma signature n'était plus aussi élégante qu'autrefois, mais c'était la mienne, et elle était définitive. J'ai aussi écrit une lettre. J'ai dit, après la signature de tous les documents, remets-la lui. Qu'il comprenne pourquoi. Tu veux que je la lui donne en main propre? Pas tout de suite, répondis-je. Qu'il ait son mariage. Qu'il sourit dans son smoking. Qu'il se pavane avec sa fiancée. Qu'il pense qu'il a gagné. Monique me regarda. Et ensuite? Ensuite, tu lui remettras l'enveloppe, devant tout le monde. Claire, tu veux vraiment provoquer une scène? Je ne provoque rien. Je la termine. C'est lui qui l'a commencé, le jour où il m'a dit que j'étais trop laide pour venir. Monique acquiesça en silence. Nous sommes restés un moment encore assises. Les documents juridiques étaient déjà rangés dans le porte-documents, et l'enveloppe contenant la lettre reposait sur la table. Ma respiration était redevenue courte. Ma peau, pâle, presque translucide sous la lumière de la cuisine, mais dans mes yeux brûlait une flamme qu'on n'y avait pas vue depuis des années. « Tu crois que je suis cruelle ?» demandai-je doucement. Monique posa sa main sur la mienne. « Non. Je pense que tu es honnête, et je pense qu'il a de la chance que tu n'aies pas fait pire. » J'ai souri un peu. « Ne me tente pas. » Nous avons ri toutes les deux, comme autrefois, comme les dimanches après la messe. Une joie qui trouvait encore un peu de place dans mes poumons. Mais sous ce rire, il y avait autre chose, lourd, inévitable. La vérité d'une femme qui avait tout donné et à qui il ne restait plus rien à perdre. Quand Monique se leva pour partir, je lui tendis une enveloppe rigide, avec le nom d'Adrien écrit à la main. « Garde-la bien, » lui dis-je, « et promets-moi une chose. » « Laquelle ? » ?»« S'il pleure, s'il supplie, ne cède pas. Donne-la lui exactement au moment que j'ai indiqué. » Monique hocha la tête. « Je te le promets. » Je l'ai raccompagnée jusqu'à la porte, lentement, en m'appuyant au mur. Je l'ai regardée s'éloigner, puis j'ai refermé la porte derrière elle. La maison est redevenue silencieuse. Trop silencieuse. J'ai éteint la lumière et suis retournée dans ma chambre, où, sous le lit, se trouvait une boîte pleine de lettres d'anniversaire. Je les ai emportées à la cuisine, une par une, et chaque fois, je les ai déchirées avant de les jeter dans la poubelle. La lettre pour ses 30 ans, pour son futur anniversaire de mariage, celle qui commençait par « Si un jour tu te perds, souviens-toi que, avant tout, tu as toujours été mon fils. » Il n'y a plus rien. Quand j'eus terminé, mes mains sentaient l'encre et la cendre, mais mon cœur était en paix. Je suis allée à l'évier, j'ai lentement lavé mes mains,
Puis, j'ai regardé mon reflet dans la vitre. Le foulard était toujours noué sur ma tête. Ma peau, fatiguée. Mes os, visibles sous le tissu de mon peignoir. Mais mes yeux étaient vivants. Je n'ai pas encore terminé, me suis-je dit. Et quand j'aurai terminé, le monde entier connaîtra mon nom. L'invitation est arrivée dans une enveloppe crème épaisse, avec des lettres dorées et des motifs gaufrés. Je l'ai trouvée dans ma boîte aux lettres 4 jours avant le mariage, coincée entre un catalogue publicitaire et une lettre de l'oncologue. J'ai tout de suite su que cela venait d'Adrien. Je me suis tenue sur la véranda et j'ai ouvert l'enveloppe avec précaution, mes doigts légèrement tremblants à cause des traitements. À l'intérieur, une carte pliée, avec une calligraphie prétentieuse et une photo brillante d'Adrien et Chloé sur la couverture. Ils se tenaient sous une arche blanche, elle dans une robe longue et moulante, lui dans un smoking, la main posée négligemment sur sa taille. Leurs sourires étaient larges et impeccables. Je les ai fixés longtemps, comme si je cherchais une faille dans leurs expressions. Je n'en ai trouvé aucune. J'ai ouvert la carte. La cérémonie avait été déplacée. Elle devait maintenant avoir lieu dans un domaine viticole à la sortie de Bordeaux, en plein air, entourée de roses blanches et d'une esthétique soigneusement orchestrée. Sous l'adresse, en petits caractères, on pouvait lire un point-virgule. Nous serions ravis que vous vous joigniez à nous pour célébrer cette journée spéciale. En toute discrétion, sans attirer l'attention. Veuillez occuper les places réservées à la famille et respecter les souhaits du couple. J'ai esquissé un sourire. Sans attirer l'attention. J'ai imaginé Adrien acceptant d'envoyer cette invitation comme un geste. Une offrande pitoyable, un simulacre de remords. Ou alors, c'était l'idée de Chloé. Une manœuvre pour paraître généreuse sans jamais prononcer un seul mot d'excuse. Quoi qu'il en soit, le message était clair. J'étais autorisée à venir, à condition de rester invisible. J'ai replié soigneusement la carte et l'ai posée sur la table de la cuisine. Je n'ai pas eu besoin de réfléchir longtemps. J'irai. Pas pour eux. Pour moi. Le matin du mariage, je me suis levée avant l'aube. La maison était silencieuse. Le soleil ne s'était pas encore levé. Je me suis lavée lentement, avec concentration. Mes mains s'attardaient sur ma peau, comme si je tentais d'enregistrer les dernières traces de ma force. J'ai mis mon tailleur gris tout doux, celui que je portais pour Pâques à l'église, et j'ai enveloppé ma tête dans un foulard bleu nuit aux broderies argentées. J'ai accroché une broche que ma mère m'avait offerte pour ma remise de diplôme. Une colombe en argent, un peu usée, mais toujours brillante. J'ai longuement observé mon reflet dans le miroir. Mon corps s'était réduit, fragilisé, plus que dans mon souvenir. Mais mes yeux, eux, restaient déterminés. C'était encore moi. Monique est arrivée pile à l'heure, en tailleur pantalon bleu marine et chaussures plates. Elle portait son porte-document, à l'intérieur duquel se trouvait une enveloppe cachetée portant le nom Adrien. Je lui ai tendu un petit sac noir, avec quelques mouchoirs, une bouteille d'eau et une deuxième enveloppe. « Celle-ci est pour Chloé, » dis-je. « Tu la lui donneras après. » Monique me regarda. « Tu es sûre que tu tiendras le coup ?» J'ai hoché la tête. Je veux le voir, au moins une fois, voir jusqu'où il pense être allé. Nous avons roulé en silence, le moteur ronronnant doucement, jusqu'à ce que le domaine viticole apparaisse au loin. Le lieu était splendide. Des rangées de vignes vertes ondulaient sur les collines. Les invités déambulaient entre des tentes blanches et des guirlandes de lanternes, vêtues de tenues pastel et champagne. Un petit quartet de jazz jouait doucement à l'entrée. Je suis restée un moment dans la voiture, observant la scène.
Il n'a pas regardé à la dépense, murmura Monique. Pas avec son propre argent, soufflai-je en retour. Nous sommes sortis ensemble. Monique m'a soutenue pendant que nous marchions vers la section réservée. Quelques invités nous ont regardés, ont hoché poliment la tête, mais personne ne m'a reconnu. Personne ne savait que cette femme, en foulard et tailleur gris, était celle grâce à qui ce mariage avait été possible. Je me suis assise au 3e rang, discrètement, comme il l'avait eu demandé. De ma place, je voyais l'autel, les invités et la petite estrade sur laquelle le couple prononcerait ses vœux. J'ai bu une gorgée d'eau et j'ai attendu. La cérémonie a commencé quelques minutes plus tard. Adrien est descendu l'allée, droit, soigné, fier. Chloé est apparue ensuite, éblouissante, dans une robe moulante qui scintillait sous le soleil. La foule a poussé un soupir admiratif. Pas moi. Mon regard était rivé sur Adrien. Il n'a pas regardé dans ma direction. L'officiant a entamé la cérémonie, parlant d'unité, de confiance, du respect envers ceux qui nous ont élevés. Je n'ai pas quitté Adrien des yeux. Il s'est légèrement agité quand on a évoqué les parents, mais ne s'est pas retourné. Les vœux étaient longs. Chloé a pleuré en lisant les siens. Adrien souriait, charmeur, comme toujours. Ils ont échangé leurs alliances, se sont embrassés tendrement, puis se sont tournés vers les invités, en tant que mari et femme. Les applaudissements ont fusé. Les invités se sont levés. Je suis restée assise. Monique se pencha vers moi. « C'est le moment ?»« Pas encore, » murmurai-je. Le couple s'éloignait, main dans la main, posant pour les photos, riant avec leurs amis. Chloé embrassa Adrien sur la joue. Il l'attira contre lui avec emphase. Je restais là, immobile, les mains posées sur les genoux, respirant lentement, à peine. La tente réservée aux photos s'ouvrit. Les invités commencèrent à s'y diriger. Je regardais Monique et hochais légèrement la tête. Monique se leva, sortit l'enveloppe de son sac et s'avança droit vers le couple, qui posait sous une arche fleurie. Chloé l'aperçut, fronça les sourcils, visiblement perplexe. Adrien se retourna. Son sourire s'effaça dès qu'il la reconnut. « Félicitations », dit Monique d'un ton neutre. « C'est pour toi, de la part de ta mère. » Elle tendit l'enveloppe à Adrien, puis se retourna et remit la seconde à Chloé. Avant que quiconque n'ait le temps de réagir, Monique faisait déjà demi-tour vers moi. « C'est fait », dit-elle calmement. Je me suis levée lentement, m'appuyant sur le pommeau de ma canne. À l'autre bout du domaine, Adrien ouvrit l'enveloppe. Son expression changea presque instantanément. D'abord la confusion, puis le choc, ensuite la panique. Il feuilleta les documents, le Nouveau Testament, la lettre, l'attestation du don. Il leva les yeux. Nos regards se croisèrent au travers des rangées de vignes. Je ne lui ai pas fait signe. Je n'ai pas souri. Je me suis simplement retournée et j'ai marché vers la voiture. Qu'il sourie pour la caméra. Qu'il garde cette journée. Parce que tout ce qui viendra après m'appartient. Adrien resta figé, l'enveloppe tremblante entre les mains. Autour de lui, les invités continuaient d'applaudir, de rire, de lever leurs verres. Le photographe réglait son objectif pour la prochaine série de clichés, mais Adrien ne bougeait pas. Son visage était devenu livide, malgré sa peau chaude et foncée. Les veines de ses tempes battaient. Ses lèvres entr'ouvertes trahissaient le souffle coupé par les mots qu'il venait de lire. Chloé se pencha par-dessus son épaule, agacée. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi elle est encore là? C'est quoi ça? Elle lui arracha la deuxième enveloppe, celle que Monique lui avait donnée, et la déchira. À l'intérieur, une seule note manuscrite. Mon écriture,
sur un papier crème. Chloé, je ne vais pas transformer ceci en insulte. Je ne reviendrai pas sur ce moment où tu m'as regardé dans les yeux pour me suggérer de me faire jeter comme un déchet de la veille. Mais je vais te dire une chose. Si tu épouses Adrien dans l'espoir de recevoir quelque chose, je te conseille de chercher une nouvelle robe et une nouvelle vie. Il n'a plus rien. Claire Deneuve. La mâchoire de Chloé se décrocha. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Adrien ne répondit pas. Il tournait les pages des documents juridiques que Monique lui avait remis. Des feuilles soigneusement rédigées, signées et tamponnées. Le testament ne laissait aucun doute. Tout ce que je possédais, mes biens, mes comptes, ma part du salon, avait été légué à la Fondation Maison des Roses. Rien pour lui. Pas un centime. Pas de fonds de prévoyance, pas de maison. Même pas les perles qu'il m'avait offertes dans son enfance. La dernière page, une lettre personnelle. Adrien, tu es né de l'amour. Tu as été élevé à travers le sacrifice. J'ai lavé des sols à l'hôpital pour que tu aies un avenir. J'ai porté les mêmes chaussures jusqu'à ce qu'elles se désagrègent. Je me suis privée pour que tu puisses dire oui à tout ce que tu voulais. Et même quand je suis tombée malade, je voulais encore tout te laisser. Malgré le fait que tu ne m'appelais plus pendant des semaines, malgré le fait que tu ne sois jamais venu avec moi en traitement, je voulais toujours que tu profites des fruits de ma vie. Puis, tu as ouvert la bouche et tu m'as dit que j'étais trop laide pour venir à ton mariage. Et c'est là que j'ai compris. Je n'ai pas échoué comme mère. C'est toi qui as échoué comme fils. Alors désormais, je ne te laisse qu'une seule chose, ton nom. J'espère que tu en feras quelque chose de digne. Adieu. Il lut la lettre une fois, puis une deuxième. Et à chaque lecture, ses mains tremblèrent davantage. Le sourire qu'il portait comme un masque poli se fissura en deux. Un murmure parcourut l'assemblée. Le pianiste s'arrêta. Quelqu'un demanda ce qui se passait. Chloé se tourna vers lui, la panique montant dans sa voix. « C'est sérieux? Dis-moi que c'est une blague. Adrien, tu ne peux pas être sérieux. » Il la regarda. Son visage avait pris une teinte gris cendre. Elle ne m'a rien laissé. Chloé le fixa comme s'il venait d'avouer avoir tout perdu. Sa bouche s'ouvrit, se referma, puis s'ouvrit de nouveau. Elle a tout donné? Tu as dit qu'elle était mourante? Tu as dit... Elle est mourante, répondit-il sèchement. Justement, siffla Chloé. Alors à quoi tu t'attendais? Tu l'as laissé tout reprendre parce que tu n'as pas su faire semblant pendant 3 heures. Il ne répondit pas. Les yeux de Chloé balayèrent le chapiteau. Les gens les regardaient. Trop de gens. Des téléphones étaient tournés vers eux. Les chuchotements s'étaient mués en regards réprobateurs. Elle recula d'un pas. Je n'épouserai pas un homme sans un sou, incapable de gérer sa propre mère. Ces mots frappèrent plus fort qu'une gifle. Adrien tenta de lui prendre la main. Chloé, s'il te plaît, ça ne change rien. On peut encore... Elle retira sa main violemment. Tu m'as humiliée. Tu l'as laissée m'humilier. Je ne savais pas qu'elle... Elle était assise juste là, cria Chloé, pointant du doigt le 3e rang. Tu l'as laissée venir au mariage. Le silence retomba. Tout le chapiteau se figea. Adrien se tourna lentement vers l'endroit où j'étais assise. Je n'y étais plus. Tout ce qu'il restait, c'était un foulard soigneusement replié sur la chaise. Bleu, avec un fil d'argent. Laissé là, intentionnellement. Chloé tourna les talons et s'éloigna à grands pas. Son bouquet tomba sur l'herbe. Ses demoiselles d'honneur la suivirent imprécipitamment, les talons claquant, les chuchotements traînant derrière elle comme une traînée de fumée. Adrien resta seul
devant l'arche fleurie, où ils avaient prononcé leurs vœux quelques minutes plus tôt. Le photographe abaissa lentement son appareil. Un des invités, un parent éloigné qui me connaissait depuis longtemps, s'approcha d'Adrien et posa la main sur son épaule. « Fiston, » dit-il doucement, « cette femme s'est battue comme une lionne pour t'élever. Tu aurais dû la mettre au premier rang. » Adrien ne parvint pas à répondre. Il resta là, l'enveloppe dans une main, son mariage en ruine dans l'autre. Monique observait de loin, silencieuse. Moi, j'étais déjà chez moi, assise près de la fenêtre, une tasse de thé entre les mains. Je n'avais pas besoin de voir pour savoir que c'était arrivé. Pas besoin d'entendre pour ressentir. J'avais attendu ce moment. Et quand il est venu, calme, précis, comme le son d'une cloche. J'ai regardé le lampadaire qui venait de s'allumer de l'autre côté de la rue et j'ai murmuré « C'est pour toutes les mères à qui on a dit qu'elles n'étaient pas assez bien. » Et les larmes qui ont coulé sur ma joue n'étaient pas de tristesse. Elles étaient de paix. C'est étrange. La victoire contre le cancer. Personne ne s'attend à ce que tu survives. En silence. Tout le monde veut un discours triomphal. Une photo avec la survivante. Des sourires dans un couloir d'hôpital avec le médecin. Mais quand l'oncologue m'a appelé pour me dire que le traitement avait fonctionné, que les radios étaient nettes, je n'ai pas pleuré. Je n'ai même pas souri. Je me suis simplement tournée vers la fenêtre, j'ai replié la nouvelle en moi, comme une note que l'on garde pour soi, et j'ai dit « Très bien », parce que j'avais déjà fait la paix avec l'idée de mourir. Et maintenant, j'avais quelque chose de mieux, la paix de mon vivant. Je n'ai rien dit à Adrien. Il ne méritait pas de savoir. Je l'ai laissé croire que j'étais partie. J'ai laissé mon avocate suivre mes instructions. J'ai laissé paraître la nécrologie. J'ai laissé le silence faire le reste. Le monde me pleurait. Et moi, j'étais plus vivante que jamais. J'ai quitté Bordeaux 2 semaines après le mariage. Discrètement, sans adieu, sans valise pleine de regrets. Juste un sac en cuir, mon passeport et une dernière lettre laissée sur la table de cuisine chez Monique. Tout est fait. Merci. Aujourd'hui, je vis dans un petit village côtier, au sud de l'Espagne. L'air sent les oranges et le sel marin. Les voisins ne connaissent pas mon nom. Je leur dis « Appelez-moi Lise ». Je loue une petite maison avec des volets bleus et une vieille cour, où je fais pousser de la menthe et du basilic. Le soir, je m'assois avec une tasse de thé et un plaid en laine sur les genoux. J'ai encore de l'argent. Pas une fortune. J'en ai donné la majeure partie, mais assez. Assez pour racheter du temps. Assez pour que la lumière reste allumée. Assez pour recommencer à zéro, dans un endroit où personne ne me voit comme un fardeau ou une ombre. Parfois, j'entends dire qu'on parle encore de moi en France. Monique m'a raconté que le bâtiment principal de la Fondation Maison des Roses porte désormais le nom de Pavillon Massé. Depuis que mon histoire s'est répandue sur Internet, les dons affluent. Quelqu'un a publié une photo de moi avec d'autres femmes du foyer, accompagnée de cette légende « Elle nous a tout donné » quand sa propre famille l'a rejetée. Je n'ai jamais recherché cette attention, mais je suis heureuse qu'elle soit venue. Des femmes ont commencé à écrire, à partager leurs histoires. Elles croyaient que j'étais morte, et je les ai laissées croire cela. Parce que pour Adrien, me perdre était la meilleure chose qui pouvait lui arriver. C'était la seule leçon qu'il ne pouvait pas ignorer. Il a essayé de porter plainte, d'après ce que j'ai entendu. Essayé de forcer Monique à dévoiler le testament. Mais cela n'a servi à rien. Elle lui a remis ma dernière lettre, celle que j'avais écrite d'une main ferme et d'un cœur apaisé. Je t'ai aimé et tu as craché sur cet amour.
Je t'ai tout donné, et tu en voulais encore. Je t'aurais offert le monde entier, mais tu as dit que j'étais trop laide pour y exister. Alors maintenant, je vis dans un monde où tu n'existes pas. Adieu. Maman. Il n'a jamais eu l'occasion de dire pardon. Il n'a jamais eu droit à une fin propre. Et je ne le regrette pas. Je lui ai offert une scène silencieuse pour qu'il puisse être cruel. Je suis restée tranquille et je l'ai laissé montrer au monde ce qu'il avait dans le cœur. Et quand il l'a fait, le monde a vu ce cœur pour ce qu'il était. Pourri, ingrat, vide. Et moi, je ne suis pas morte dans la colère. Je vis, avec un but. Aujourd'hui, je bois mon thé pendant que le soleil dore les pierres. J'achète du pain frais chaque matin. Je vais au marché le mardi. La fleuriste sait que j'aime les lits blancs. Je dis parfois aux gens que j'ai eu un mari. Je ne leur parle pas d'un fils. Parfois, je repense à ce foulard que j'ai laissé. Bleu, avec des fils d'argent. Soigneusement replié sur une chaise du 3e rang. J'espère que quelqu'un l'a ramassé. J'espère que quelqu'un s'est demandé pourquoi il était posé là, si délicatement. Qu'ils imaginent. Qu'ils écrivent des poèmes sur cette femme disparue. Parce que la vérité, c'est: je ne suis pas partie en paix. Je vis dans la paix. Et Adrien? Il vit dans le silence. C'est tout ce qu'il a hérité.